Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'introduction à l'atelier Good Stress, atelier auquel vous allez participer très prochainement. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire un point ensemble sur ce qu'est le stress et peut-être ce qu'il n'est pas, et puis aussi de pouvoir commencer à donner quelques éléments donc pour eh bien, cette gestion du stress, ce qu'elle peut être en fonction des différents types de stress qui pourraient être les vôtres, stress chronique ou stress ponctuel. Nous reviendrons sur ces notions-là. Alors, eh bien, tout d'abord, justement, j'aimerais pouvoir faire un point avec vous sur ce qu'est le stress. Parce que très souvent, derrière le mot stress, nous allons très souvent entendre des choses très différentes et exprimées. Le stress, parfois, certains vont l'utiliser pour parler de la situation qui provoque le stress, en disant c'est une situation donc de stress. Parfois, on va aussi utiliser le mot stress pour parler des manifestations physiologiques positives, négatives, les manifestations qui peuvent être visibles ou pas, que je vais ressentir dans une situation de stress. Et enfin, donc, on va aussi utiliser le mot stress pour parler des symptômes, des problèmes physiques, émotionnels, mentaux, etc., de tous ces problèmes qui pourraient être vécus, ressentis au bout d'un certain temps. Donc, on utilise parfois à tort voilà, le mot stress d'une façon comme ça un peu exagérée. Qu'est-ce que c'est que concrètement le stress? Le stress, c'est un mécanisme naturel qu'on ne peut pas supprimer. Peut-être certains peuvent être déçus lorsque j'aurais dit ça, mais donc le stress, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. Tant mieux, vous le comprendrez après pourquoi. C'est l'ensemble des manifestations biologiques donc d'un organisme qui lui permettent de pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler une réponse adaptative à une situation qui peut être connue ou pas, attendue ou pas, maîtrisée ou pas. Ces manifestations physiologiques, quelles sont-elles? Eh bien, il va y avoir donc la sécrétion d'hormones diverses, des hormones qui vont être sécrétées principalement donc par les glandes surrénales, les glandes de leur nom qui sont positionnées au-dessus des reins, donc qui vont générer l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. Et donc toutes ces hormones vont mettre le corps en mouvement pour pouvoir s'adapter à la situation. Cela va générer donc l'accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, l'augmentation du tonus musculaire, une attention soutenue, notamment dans un premier temps, une mobilisation à un instant T des fonctions intellectuelles, une mobilisation de l'attention. Et un point important aussi, qui à l'instant T n'a pas d'impact, mais qui pourra avoir un impact par la suite, c'est que, eh bien, dans un premier temps, toute l'énergie doit être mise donc, pour permettre au corps de pouvoir réagir. Et donc ça veut dire que les fonctions annexes à ce moment-là, eh bien, seront mises un peu en ralentissement. C'est pour ça qu'en situation de stress, on va observer un ralentissement des fonctions digestives. Donc, ce qui est à l'instant T ne pose pas de problème, mais ce qui, bien évidemment, pourrait poser des difficultés si le stress était prolongé, vous vous en doutez, bon, nous en reparlerons. Alors, justement, pour pouvoir, j'allais dire, voir un petit peu comment tout cela se met en place, comment nous réagissons, j'aimerais vous présenter donc ce qu'est le processus de réaction face à notre environnement. Donc, dans une situation donnée, donc qui peut être ou pas problématique, dans un premier temps, nous allons percevoir cette situation par l'intermédiaire de nos cinq sens. Cette perception d'information, avant même que je puisse l'analyser, déjà cette perception va générer ce qu'on va appeler un état interne, donc les manifestations physiologiques. On dit parfois, voilà, je suis déjà en colère avant de savoir que je suis en colère. C'est-à-dire, il y a déjà mon corps qui s'est mis en action. Ensuite, eh bien, il va y avoir une interprétation, mais un élément qui est clé ici et qui est mis en évidence dans ces schémas, c'est que je n'interprète pas la situation. J'interprète la perception que je me fais de la situation. Ce point-là est important, ce point-là est clé. C'est clé puisque, d'une certaine façon, ça permet de mettre en évidence le fait que si ma perception, elle est limitée, elle est orientée, et par principe, par nature, j'allais dire, par les limites physiologiques qui sont les miennes, eh bien, ma perception, elle est forcément limitée, orientée. Donc, mon interprétation, elle est forcément, elle aussi, limitée, orientée.
Cela fera partie du travail quand on parlera ensemble lors de l'atelier, donc de la vision du monde, de la perception que l'on se fait du monde et de la façon dont on peut, j'allais dire, agir dessus, justement. Et donc, mon interprétation, c'est l'interprétation de la perception. Cette interprétation va générer un état interne qui peut conforter d'une certaine façon, j'allais dire, le premier état interne que j'avais eu par la perception, ou qui peut le modifier. Ensuite, je vais prendre des décisions par rapport à cette interprétation. Cette prise de décision, là aussi, va générer un état interne. Et je vais avoir un comportement. Je vais décider d'un comportement pour pouvoir faire face à la situation. Voilà. Ce comportement étant à la fois le fruit de mes décisions et le fruit aussi de mon état interne, de mes physiologies. Tout ça pour pouvoir agir par rapport à la situation. Pour que le tableau soit complet, on peut dire que si l'état interne, c'est le fruit de ma perception, de mon interprétation, de ma prise de décision, il faut aussi donc se rendre compte que mon état interne va impacter ma perception. C'est-à-dire que eh bien, si je suis fatigué, si je suis en colère, bien évidemment que ma perception sera différente. De la même façon, l'état interne influencera aussi mon interprétation, mon analyse. Elle influencera aussi ma prise de décision. Je peux aussi ajouter, et ça va être intéressant pour le travail, c'est que ce que je fais, mon comportement, ma posture, mon attitude, etc., c'est le fruit de ma prise de décision et le fruit de mon état interne, de mes manifestations physiologiques. Mais ce qui va être intéressant, et on l'utilisera justement pour la gestion du stress, c'est aussi se rendre compte que par l'intermédiaire de ma posture, de mes attitudes, de mes actions, je peux aussi influencer mon état interne. Nous y reviendrons par la suite. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter un petit tableau qui me semble intéressant. Ce n'est pas un tableau scientifique en tant que tel, mais c'est un tableau qui permet de se rendre compte de la façon dont les manifestations se mettent en place et des réactions d'une certaine façon qui vont aussi se mettre en place en fonction, normalement, de la situation. Alors, c'est un tableau avec ici donc deux axes. Sur l'axe des abscisses, on a la durée d'exposition à la situation. Et j'insiste ici, je le mets bien en évidence, c'est une exposition interne ou externe. Ce que je veux dire par là, c'est que mon exposition à la situation, bien évidemment, dans une situation donnée, ça tout le monde le conçoit, mais c'est de comprendre que même si je ne suis plus confronté à la situation, mais que je continue à y penser, eh bien, pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Le fait d'être dans une situation de stress ou d'y penser, eh bien, pour le cerveau, ça va être la même chose et donc il va générer les mêmes manifestations physiologiques. Je tiens pour exemple, et je suppose que vous avez déjà vécu ça, d'une certaine façon, vous engueulez avec quelqu'un, etc. Si quelques heures après vous y repensez, vous verrez les mêmes manifestations physiologiques. Voilà. Si la prise de parole en public vous stresse, si l'entretien vous stresse, rien que d'y penser avant, vous allez avoir les mêmes manifestations, ou le fait d'y repenser après, vous aurez les mêmes. Et ça, c'est un point important qui va aussi éclairer la problématique du stress. Nous en reparlons. Et sur l'axe des ordonnées, on est à la fois une échelle d'intensité sensorielle et énergétique et aussi les réactions. Donc une échelle qui va ainsi de 0 à 10. Alors à 0, eh bien, on va dire que c'est l'échelle avec aucune sollicitation. Aucune sollicitation externe ou interne. C'est une situation de repos, voilà, où il n'y a aucune énergie qui est mise j'allais dire, en place. Entre 1 et 5, là, l'énergie peut commencer à être forte, peut commencer à être intense, ça peut parfois même être un peu désagréable. Mais en termes de réaction par rapport à la situation, je vais être dans un mode, on va dire, conscient, intentionnel. C'est-à-dire que c'est à la fois un état et des situations où je peux, j'allais dire, agir et réagir, c'est-à-dire agir d'une façon un peu automatique dans mon environnement, mais je vais être aussi capable de m'adapter. C'est-à-dire je suis capable de décider de me mettre en action, je suis aussi capable de m'adapter à la situation dans un but et dans un objectif. Alors, à partir de ce niveau 5, eh bien là, on peut atteindre ce que l'on va appeler un seuil critique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce seuil critique en fait? Eh bien, ça va être des situations où notre cerveau va percevoir d'une certaine façon un danger qui va nécessiter un mode d'action complètement différent.
Pour évoquer ce passage du seuil critique, je dois vous parler d'une partie du cerveau que l'on appelle l'amygdale, qui est généralement au niveau du cerveau reptilien. Je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau. On dit que dans le cerveau, voilà, il y a le cerveau reptilien. Ensuite, il y a la partie limbique qui serait plutôt le siège des émotions, même si on sait aujourd'hui que ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a le cortex qui serait plutôt le siège de l'analyse et de la réflexion. Donc là, l'amygdale se situe au niveau du cerveau. Et donc, quand je capte une information, cette information, elle passe d'abord par le thalamus et ensuite, elle va prendre deux chemins distincts. Un chemin très court qui va vers l'amygdale. Et l'amygdale, généralement, va générer un mode très réactif d'action. C'est-à-dire que l'amygdale, c'est ce qui va notamment déclencher les modes d'action voilà, au niveau de la respiration, des rythmes cardiaques, du mouvement du corps. Et puis, on voit que en fait, que l'information, elle va jusqu'au niveau du cortex, c'est-à-dire que, eh bien, elle va vers le siège de la réflexion, de l'analyse, par rapport à la situation, à ce que je suis en train de vivre. Et en fait, dans une situation qui va être jugée par notre cerveau un petit peu comme stressante, vraiment d'une façon importante, avec un danger, en fait, l'amygdale, elle va jouer le rôle de coupe-circuit naturel. Ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va empêcher l'information, d'une certaine façon, d'être traitée par le cortex, et elle va forcer le corps à se mettre dans un mode de réaction très automatique, avec des notions que vous avez déjà entendues, c'est le mode combat, fuite ou immobilisation, en anglais, voilà, fight, flight et freeze. Alors c'est un mode d'une certaine façon qui peut être très intéressant, notamment dans une situation dangereuse. Admettons, je suis en train de traverser la route et j'entends un klaxon. Heureusement que je ne m'arrête pas ou que je ne réfléchis pas. Est-ce que c'est un klaxon d'une voiture ou d'un camion? Non, mon corps, d'une certaine façon, va se mettre tout de suite en action pour que je puisse réagir. Et pareil par rapport à une agression qui pourrait être un petit peu physique et dangereuse, là, tout de suite, c'est je me mets dans ce mode-là. C'est très intéressant, mais on le verra par la suite. Parfois, ça peut être un problème parce que parfois, ce mode peut se déclencher dans des situations qui, là, au contraire, nécessiteraient plutôt, j'allais dire, d'avoir une réflexion, une analyse. Nous en reparlerons. Alors, eh bien, justement, quand ce seuil est dépassé, on va arriver donc à ce niveau d'énergie. Là, l'énergie va être encore plus forte, elle peut être encore plus désagréable. Et ça va être ce fameux mode, donc fuite, combat, voilà, ou immobilisation, nous allons en reparler. C'est un mode très automatique, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire, voilà. Et là je le mets en évidence, c'est un mode où on est d'abord dans la fuite et ensuite dans le combat. Et ce point-là est important, parce que en fait, il faut comprendre que dans une situation de stress, finalement, c'est une réaction très animale que nous avons. Et dans le règne animal, d'une certaine façon, ce qui compte le plus, c'est la préservation de l'espèce, la préservation de la race. Et donc c'est pour ça que dans une situation de combat, dans une situation de danger, de stress important, ce qui est d'abord la réaction normale d'un individu, c'est la fuite. S'il ne peut pas fuir ou s'il a l'impression qu'il ne peut pas fuir, alors il se mettra en mode de combat. Ça, c'est très important. Pour illustrer ce point-là, si vous êtes curieux, il y a un livre qui date maintenant voilà, il a pratiquement 50 ans, mais c'est un livre qui fait encore référence. C'est L'éloge de la fuite du professeur Laborie. Ce livre voilà, met en évidence ce mécanisme et ce mode de réaction par rapport à notre environnement. Si vous êtes un peu cinéphile, vous pouvez aussi voir un film qui est tiré de ce livre, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui est un film des années 70 d'Alain Resnais, avec une pléiade d'acteurs. Il y a notamment Gérard Depardieu, Nicole Garcia et d'autres. Et c'est très intéressant parce que, en fait, bon, l'histoire n'est pas très intéressante. Ce sont des tranches de vie avec des gens qui se croisent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une voix off
me semble-t-il d'ailleurs, c'est la voix du professeur Laborie, qui, d'une certaine façon, explique ce qui est en train de se passer entre les individus. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, donc, le film s'arrête et on se retrouve dans le laboratoire du professeur Laborie, où le professeur Laborie montre ce qui vient de se passer entre les individus avec des expériences faites sur les rats. Ça met bien en évidence que le stress est quelque chose non pas de notre dimension pensante, mais plutôt de notre dimension animale, très corporelle. Donc dans un mode, comme je vous le disais, on est dans un mode très automatique, très dans les habitudes. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez un certain nombre de professions, je pense aux pompiers, je pense aux policiers, mais aussi dans les professions de santé, où les gens vont faire ce qu'on appelle du drill, c'est-à-dire ils répètent leurs actions pour que, même dans une situation de stress important, de danger important, eh bien, ils soient capables de refaire ces mêmes gestes d'un mode d'une façon très automatique. Alors quand on aura dépassé ce stade au niveau intensité 6-7, on va arriver à 8-9, et alors là ça va devenir encore plus fort, encore plus désagréable, et là on va arriver dans cette dimension de, on va dire, d'immobilisation. C'est-à-dire que là, le mode de survie du corps, c'est de dire, ben voilà, je peux pas combattre, je peux pas fuir, c'est un peu, je vais faire le mort en espérant que ça puisse passer, en espérant que le danger puisse passer, et un peu comme s'il disait, voilà, il faut que j'endure. Et le 10, en termes d'intensité et d'énergie, alors là, ça va être le mode de survie extrême du corps. Et ce mode de survie extrême du corps, c'est quoi? Eh bien, ça va être la perte de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu ici, le cerveau, va lui dire, écoute, ce que tu es en train de vivre est tellement énorme, tellement intense, si tu restes conscient, tu ne pourras pas survivre à ça. Donc, un petit peu comme dans un circuit électrique dans la maison où les plombs vont sauter, et bien là aussi, d'une certaine façon, il va y avoir cette perte de conscience. Et ce qui peut se déclencher, par exemple, dans le cadre d'agressions très violentes, très dures, dans le cadre d'accidents. On voit donc que le corps va s'adapter et va générer à la fois une intensité, une énergie particulière, et que cela va déclencher, donc on le voit, des réactions qui sont un petit peu dans l'idéal, dans des situations de danger. Alors, j'ai parlé ici du mode, j'allais dire, et de ces différentes manifestations et de ces réactions. Je vais vous présenter maintenant donc un autre tableau qui est celui du processus, d'une certaine façon, d'autorégulation du stress. C'est-à-dire que le stress, voilà, c'est comme une émotion, c'est une énergie qui arrive et il a son processus habituel. Donc, par rapport à une situation, donc je rencontre une situation qui peut être perçue comme notre cerveau comme étant stressante, nécessitant une action, il va y avoir une durée d'exposition, et à ce moment-là, il va donc y avoir une charge sensorielle, une charge émotionnelle, ensuite une tension voilà, dans son corps. Je vais ensuite avoir une décharge, c'est-à-dire je vais utiliser cette énergie pour pouvoir faire face à la situation. Et ensuite, et vous voyez ici que la limite de la décharge correspond à la limite de la durée d'exposition à la situation. Normalement, quand la situation est passée, je dois passer dans cette phase de relaxation où mon niveau énergétique revient au niveau zéro, où mon cœur se met à rebattre normalement, ma respiration aussi, la tension musculaire aussi va revenir à la normale. Ce processus d'autorégulation du stress, nous en reparlerons dans la suite quand nous parlerons notamment de la méthode TPI, j'y reviendrai. Alors, ce qu'il faut dire aussi par rapport au stress, un point important, c'est que le stress, donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est nécessaire, et il a aussi une particularité en termes, j'allais dire, par rapport à son mode de fonctionnement. Pour évoquer cela, et à la fois du renforcement, je vais évoquer ce principe d'antifragilité. Donc, ici, je vais parler des travaux de Nicolas Taleb, qui a évoqué ce principe d'antifragilité, et pour lui, dans la nature, dans notre environnement, il y a à la fois des éléments qui sont dits fragiles, des éléments résilients, des éléments robustes et des éléments antifragiles. Fragile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des systèmes, des éléments qui, s'ils prennent des coups, vont casser. Il y a des éléments qui sont dits résilients.
C'est-à-dire qu'ils vont prendre des coups, ils vont ensuite, après, revenir à la normale, revenir au même point. Il y a aussi des éléments, des systèmes qui sont dits robustes, c'est-à-dire qu'ils prennent des coups, et une fois qu'ils ont pris des coups, en fait, ils ne vont rien ressentir, ils ne vont pas être cassés. Et puis, il y a des éléments antifragiles. Antifragile, en fait, ce que cela signifie, c'est que ces éléments, d'une certaine façon, s'ils prennent des coups et s'ils prennent des coups trop forts, ils peuvent casser. Mais s'ils prennent des coups, on va dire, d'une certaine intensité, ils ne vont pas casser, ils ne sont pas plus résilients, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas revenir à la normale, mais en fait, ils vont revenir beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient. C'est le fameux principe de la formule de Nietzsche qui disait « tout ce qui ne me tue pas me rend fort ». Et ce principe-là, il est évoqué au travers de l'hormèse. L'hormèse, le principe est le suivant, c'est qu'un organisme donc, qui va être soumis à un stress adapté a sa capacité de réaction, d'une certaine façon, ne va pas casser, ne va pas être détruit, mais peut améliorer son fonctionnement. C'est le principe notamment du vaccin. On inocule donc un virus dans le corps. Le corps va apprendre d'une certaine façon à réagir à cela. Alors il va se fatiguer un peu, peut-être y avoir de la température, etc. Mais il va apprendre à combattre d'une certaine façon ce stress extérieur. Et par la suite, eh bien, à nouveau confronté à ce virus, à ce stress, eh bien là, il sera tout à fait capable de pouvoir le combattre. C'est le cas aussi sur le principe de l'hormèse, c'est le mode de fonctionnement du muscle. Quand on fait du sport, quand on fait une activité quelconque, quelque activité physique, de la course, une marche un peu intensive, ou qu'on fait de la musculation, il faut savoir en fait qu'au niveau des muscles, il y a des fibres et que ces fibres en fait elles se déchirent. Et ce qui va faire que, d'une certaine façon, par la suite, on va s'améliorer, c'est que si on met en place un repos suffisant, en fait, les fibres ne vont pas revenir telles qu'elles étaient, mais elles vont se reconstituer et elles vont se développer. Et c'est comme ça, en fait, stress plus repos, et c'est comme ça, en fait, qu'on augmente son endurance, qu'on augmente sa force. Mais ce qui est important ici, et je le disais, c'est que il faut à la fois que ça soit un stress suffisant pour, j'allais dire, pour activer le corps, mais il faut aussi et surtout que ces phases de stress soient suivies en fait de périodes de repos qui soient vraiment conséquentes. L'exemple de la musculation est d'ailleurs très intéressant. Quand on voit des gens faire de la musculation, ils ne travaillent jamais les mêmes muscles, j'allais dire, jour après jour. En fait, ils alternent des groupes du musculaire. Une fois, ils vont travailler le haut, puis après le bas, etc. Si vous faites du sport, ça ne sert à rien de courir forcément tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est courir de temps en temps, puis se reposer, puis recourir, etc. Le tout est de savoir alterner donc ces phases d'activation et ces phases de repos. Et donc c'est véritablement ici un point important, c'est-à-dire qu'il faut envisager le stress d'une certaine façon comme un muscle, comme une compétence que l'on doit entretenir et que l'on peut développer. Alors, je viens de vous parler du stress maintenant, et avec tous les éléments que je viens de vous donner, finalement, on pourrait se dire, mais le stress, c'est très bénéfique, c'est important, c'est intéressant. En quoi le stress peut devenir problématique? C'est vraiment le stress, c'est un mal de civilisation, un mal de société, c'est quelque chose dont on parle de plus. Pourquoi ça devient un problème alors qu'a priori, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment très intéressant? Eh bien, pour moi, le stress peut devenir problématique pour deux raisons. Tout d'abord, si les manifestations physiologiques liées au stress, elles perdurent dans le temps, elles sont là sans véritable temps de repos réparateur. Il faut comprendre qu'en fait, nous vivons des instants et des époques d'hypersollicitation, d'hyperconnexion, j'allais dire, sollicitation à l'information. On parle même d'infobésité. En fait, nous sommes sans cesse en situation où nous devons réagir à notre environnement. Des sollicitations multiples, qui peuvent être familiales, professionnelles, etc., etc., des sollicitations par les différents médias, liées notamment maintenant avec cette hyperconnexion,
à une époque où d'une certaine façon, voilà, il fallait acheter des journaux ou alors il fallait allumer la télé quand on en avait, ou il fallait être chez soi pour écouter la radio, etc., etc. Aujourd'hui, en permanence, nous sommes sollicités par cette hyper connexion que nous choisissons bien évidemment aussi, ou parfois qui nous est imposée. Donc il y a cette hyper sollicitation, et puis aussi cette pression, qui peut être une pression, comme je le disais, professionnelle, familiale. Et en fait, sans nous en rendre compte, en fait, nous sommes très rarement dans cette zone de repos, c'est-à-dire cette zone où notre cerveau n'est pas sollicité, voilà, d'une façon externe ou interne. Et ce manque de repos, d'une certaine façon, il est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes constamment, peut-être, si je reprends cette échelle à 1 ou 2, etc., et sans nous rendre compte, en fait, eh bien, cette hyper-sollicitation nous amène à nous rapprocher petit à petit de ce fameux seuil critique. C'est-à-dire que nous sommes constamment dans cette énergie, nous sommes constamment dans cette activation. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cela génère, sans que nous en rendions compte, cela va générer ce qu'on va appeler un stress chronique. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes sollicités. En permanence, nous sommes à un niveau de stress, ce qui n'est pas forcément très important, mais notre corps, d'une certaine façon, constamment sollicité, eh bien, va devoir s'adapter à cela et va consommer de l'énergie. Plus nous sommes confrontés à ce stress chronique, eh bien, plus nous allons vers une phase d'épuisement, une phase de fatigue où notre corps n'est pas plus forcément capable de pouvoir réagir. Et quand nous avons atteint cette phase d'épuisement, eh bien, nous allons nous rapprocher et atteindre, voire dépasser ce seuil critique. Et ce qui va être problématique, c'est que d'une certaine façon, eh bien, étant constamment, j'allais dire, en stress, etc., petit à petit, on va avoir des modes de réaction qui peuvent être très automatiques, j'allais dire une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, sans nous en rendre compte, même sur des sollicitations qui, a priori, ne sont pas problématiques. Tout ça pourquoi? Parce que je suis dans cette phase un petit peu d'épuisement. Pour illustrer cela, on peut parler d'une façon un peu humoristique et bien de la façon de la manière dont on peut faire pour faire bouillir une grenouille. Pour faire bouillir une grenouille, la pire des choses à faire, c'est de jeter la grenouille dans une casserole d'eau bouillante. Pourquoi? Parce que la grenouille va peut-être se brûler, mais en tout cas, elle va tout de suite rebondir et s'échapper. Pour bien faire bouillir une grenouille, ce qu'il faut faire, il faut la mettre dans une casserole avec une eau à température ambiante. Et vous allez la mettre vraiment sur un petit feu, voilà, pour faire en sorte que la température, elle augmente petit à petit, sans cesse. Et ce qui va se passer, c'est que la grenouille, d'une certaine façon, ne va pas avoir conscience du changement, mais en revanche, lui, son corps va devoir s'adapter en permanence à ce changement. Et puis, à un moment donné, la température va devenir tellement intense, tellement forte, ça devient insupportable, ça devient véritablement, j'allais dire, un danger pour la grenouille. Le problème, c'est que la grenouille, elle a dépensé tellement d'énergie pour s'adapter sans cesse à cet environnement qu'elle n'a plus la capacité de réagir. Et donc, à ce moment-là, elle va mourir. Voilà. On rencontre ce même principe eh bien, chez les personnes qui ont vécu des situations de burn-out. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu une situation de burn-out, la plupart du temps, c'est jamais il ne s'est rien passé dans leur vie et tout allait très bien, il n'y avait pas de stress, aucun stress, et un jour ils vivent une situation qui va les bloquer. Ça peut arriver, ça peut bloquer le cerveau, mais ce n'est pas le cas du burn-out. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette hyper connexion, cette hyper sollicitation en permanence, et notamment d'un point de vue professionnel, bien évidemment. Cette hyper sollicitation qui a nécessité pour l'individu à chaque fois de dépenser une énergie importante pour pouvoir faire face. Et en règle générale, au bout d'un moment, on arrive à cette phase d'épuisement. Et il va y avoir souvent un élément déclencheur et qui parfois est complètement ridicule. Certains vont vous dire que le burn-out s'est déclenché parce que l'imprimante n'a pas démarré, parce que l'ordinateur n'a pas démarré. J'ai une de mes candidates qui m'a raconté que
Un jour, en fait, le burn-out, pour elle, s'est déclenché de la façon suivante. Elle allait prendre le métro, elle arrive, elle courait pour ne pas rater son métro, la porte de la rame s'est fermée et elle s'est retrouvée complètement bloquée. Elle a complètement, d'une certaine façon, disjoncté et elle est restée voilà, prostrée pendant pratiquement un quart d'heure, 20 minutes sans pouvoir bouger. Et donc, ça met bien en évidence le fait que c'est juste la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et si ça l'a mis, si ça l'a immobilisé ainsi, c'est bien que son système, que son organisme avait été extrêmement sollicité par la suite. Voilà. Donc, première problématique, c'est si en gros, en permanence, les manifestations physiologiques sont mises en place parce qu'en permanence, je suis sollicité et que je n'ai pas de vrai repos réparateur. La deuxième problématique aussi par rapport au stress, eh bien, c'est si le mode situation-réaction, c'est-à-dire le dépassement du seuil critique, est activé alors que la situation ne le justifie pas. Comme je vous le disais, si je me retrouve dans une situation, par exemple, d'agression par rapport à un chien qui voudrait me sauter dessus, par rapport à des gens qui voudraient m'agresser ou je ne sais quoi, il est normal, d'une certaine façon, qu'il y ait ce mode combat-fuite qui puisse être déclenché. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on se rend compte parfois que ce seuil-là peut être dépassé, et peut-être que c'est le cas pour vous, dans des situations qui, a priori, ne le justifient pas. Et donc, d'une certaine façon, ça veut dire que notre interprétation de la situation, on peut dire qu'elle est exagérée, qu'elle n'est pas aidante. Ça peut être par exemple, si je me retrouve par rapport à un chien, ce que je peux voir, moi, c'est ça. L'image peut paraître amusante, mais les gens qui ont la phobie, par exemple, des chiens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même par rapport à des petits chiens, même par rapport à des chiens, j'allais dire tout à fait gentils, eux, ils vont se mettre en mode panique. Les gens qui peuvent avoir la phobie aussi, pourquoi pas des araignées, d'être en stress important et être dans le mode de réaction face à une migale qui est sur ma table, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir le même mode de réaction par rapport à une toute petite araignée, voilà, une araignée que l'on peut rencontrer dans nos maisons, dans nos campagnes, qui se retrouve face à moi, voire même pour certains, face à une photo d'araignée. C'est-à-dire que les manifestations sont déclenchées. Et là, on va dire que ça n'est pas normal. Un autre cas, peut-être que vous avez rencontré ou que vous avez rencontré, c'est si par exemple, si par rapport à un entretien de recrutement, face à ça, vous, ce que vous voyez, c'est ça. Voilà, bon, le montage est ce qu'il est, mais si c'est ça, c'est-à-dire si vous percevez, d'une certaine façon, l'entretien de recrutement comme un stress important, un danger important face à des gens qui en veulent pratiquement à votre vie, et peut-être que certains ont pu rencontrer, c'est-à-dire avoir le cœur qui s'accélère d'une façon très intense, la respiration, une tension dans les bras, etc. Ce qui peut être pour l'entretien de recrutement ou pour la prise de parole en public, qui sont très souvent les deux situations dont les gens parlent le plus dans le cadre de nos ateliers, compte tenu, j'allais dire, de cette période de transition professionnelle. Que cette période soit un enjeu et qu'elle génère, on va dire, un niveau de stress, c'est tout à fait normal. Qu'on arrive à un niveau par rapport à l'échelle 1, 2, 3, 4, 5, admettons, pourquoi pas. Mais dépasser le seuil critique, ça n'est pas logique. C'est-à-dire que même si c'est un enjeu, même si c'est un stress, ok, mais ça ne justifie pas ce mode, d'une certaine façon, qui met dans un côté un peu de tremblement, de stupeur, etc., et qui génère la fuite ou le combat. Non, rien ne le justifie. Et pourtant, il est déplacé. Donc, il va falloir travailler dessus et nous en reparlerons. Alors, ici, eh bien, j'allais dire, et notamment, là, on parle plus, j'allais dire, lorsqu'on a dépassé les situations de stress importants, on va avoir donc dans ce tableau les manifestations physiologiques, les effets physiques éventuellement que l'on peut rencontrer, et puis, quand on va, j'allais dire, dépasser, notamment voilà, sur ces phases d'épuisement qui peuvent précéder le burn-out potentiellement, avec tous les effets psychologiques, l'anxiété, pardon, le sentiment d'impuissance, de culpabilité, etc., mais avec les effets cognitifs aussi, pour arriver jusqu'à cette phase d'épuisement, jusqu'au burn-out. Voilà. Ce n'est pas une invitation pour vous à cocher les cases pour voir si vous remplissez d'une certaine façon. Mais en tout cas, voilà les troubles que l'on peut rencontrer. Alors, qu'est-ce que peut être la gestion du stress? Eh bien, pour moi, la gestion du stress, elle nécessite différentes choses. Tout d'abord, de connaître le stress, c'est-à-dire, par
exemple au travers de cet atelier, au travers d'autres lectures que vous pourriez faire, c'est qu'est-ce qu'est réellement le stress, quel est son principe, quelles sont les manifestations, en quoi ça consiste, etc. Ça, c'est très important. Ensuite, après, eh bien, c'est de savoir reconnaître le stress en soi, reconnaître d'une certaine façon les situations qui génèrent en moi du stress, savoir reconnaître aussi comment le stress se manifeste en moi. Ensuite, c'est aussi de savoir accepter le stress. C'est-à-dire accepter le stress comme un indicateur que la situation est problématique et donc que vous devez faire quelque chose. Et on peut dire aussi, c'est accepter le fait d'être en stress, c'est-à-dire accepter le fait qu'il y ait des situations qui, effectivement, ne sont peut-être pas forcément toutes confortables, et accepter qu'à un moment donné, je puisse avoir un petit peu de tension, le cœur qui s'accélère. Ça, c'est une problématique que l'on rencontre aussi dans notre, on va dire, dans notre civilisation, pas dans toutes, mais dans notre civilisation, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, on n'est plus toujours capable de faire la différence en ce qui peut être de l'inconfort, une forme de douleur, et puis véritablement de la souffrance. On n'est plus forcément capable de faire la différence entre des situations qui peuvent être génératrices de stress, voilà, et donc avec des manifestations pas très agréables, et des vraies situations de danger. Je ne veux pas dire par là qu'il faut tout accepter, etc. Non, mais être capable de faire cette différence entre l'inconfort et la douleur, c'est vraiment un point important. Je vais prendre la parole en public, j'ai un entretien, j'ai le stress qui s'installe en moi, je peux me sentir pas complètement confortable, c'est tout à fait normal. Le fait d'accepter d'être dans une situation de stress, c'est important parce que le fait d'accepter cela, eh bien, ça va permettre au stress de ne pas augmenter. Si je suis dans une situation qui génère du stress en moi, par exemple la prise de parole en public, et que, en plus, une fois que j'ai conscience des manifestations, je commence, si ce n'est à m'en vouloir, ou à me dire ah mais non, il faudrait pas, il faudrait pas, il faudrait pas, eh bien, au lieu de ralentir, on va dire, les effets du stress, j'aurais tendance à les amplifier. Donc, à accepter cela. Voilà. Une fois que j'ai accepté cela, eh bien, l'idée aussi, ça va être d'en parler. Pourquoi pas d'en parler autour de soi, de parler de ce qui peut générer du stress. Le fait d'en parler peut permettre de faire baisser le niveau du stress. En parler, ça peut être aussi, par exemple, j'en parlerai quand on évoquera, par exemple, la prise de parole en public ou les entretiens. Ça peut être, par exemple, dans le cadre d'un entretien où je suis en stress, pourquoi pas de pouvoir le dire. Moi, c'est un conseil que je donne à mes candidats. S'ils sont vraiment stressés en entretien et au moment où ils doivent, par exemple, se présenter, c'est pourquoi pas d'avoir une formule que je peux préparer en amont, une formule un peu toute prête qui pourrait être, par exemple, voilà, avant de me présenter, voilà, je tiens à dire quelque chose. Voilà, ce poste est important pour moi. C'est un enjeu. Vraiment, j'aimerais que cet entretien puisse réaliser. Peut-être que vous l'entendez, mais voilà, ça génère une certaine énergie, un peu de stress. Et rien que le fait de le dire, pour les gens, ça permettait de faire baisser la pression. Tous les gens qui ont utilisé cette technique m'ont toujours fait le même retour. De la part de leur interlocuteur, c'est toujours vous inquiétez pas, on sait que c'est pas un exercice facile, ne vous inquiétez pas, c'est pas une il y a pas l'enjeu c'est juste l'entretien. Et c'était souvent, j'allais dire, pour les gens, c'était souvent une réaction qui leur permettait de faire baisser la pression. Donc en parler. Aussi agir dessus, bien évidemment. On peut accepter le fait d'être en stress, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, donc agir dessus et voir comment on peut faire baisser le niveau de stress au quotidien. Et puis aussi, potentiellement, et ça c'est important, c'est se faire aider. C'est de comprendre que parfois on peut tout à fait, j'allais dire, travailler sur sa gestion du stress et mettre en place des choses tout seul. C'est très clair, mais parfois aussi, il faut accepter de pouvoir se faire aider. D'une part parce qu'on n'est pas forcément, on se sent pas forcément capable, on n'a pas les capacités, on ne voit pas comment on pourrait le faire, et parfois aussi parce que, eh bien, le niveau d'énergie, j'allais dire, est tel que je ne suis pas forcément capable tout seul de pouvoir travailler dessus. Se faire aider, se faire coacher sur la gestion du stress, c'est parfois une nécessité. Alors, une question qui pourrait paraître peut-être un peu provocante, mais elle est importante, c'est est-ce qu'il faut gérer son stress? À cela, on pourrait dire, mais quels sont les indicateurs de stress? Quels sont les indicateurs qui doivent faire dire que je dois faire quelque chose? Alors, est-ce que je dois gérer mon stress? Oui, si, d'une part, si vous le voulez.
Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la gestion du stress ne peut partir que d'une démarche volontaire. Ça, c'est important. Si vous ne voulez rien faire, il y a de grandes chances que vous ne puissiez rien mettre en place. Ça doit véritablement partir j'allais dire, d'une démarche volontaire et personnelle. C'est aussi une indication pour vous, par exemple, dans un cadre familial ou professionnel. Si vous avez des gens autour de vous qui sont d'une certaine façon victimes du stress, eh bien, d'une certaine façon, tant que eux ne voudront pas rentrer dans une démarche, vous ne pourrez rien faire pour eux. Voilà. Donc oui, si vous le voulez. Oui aussi, eh bien, si les problèmes qui sont générés par votre stress vous empêchent de vous mettre en action pour pouvoir atteindre vos objectifs, ou alors si les problèmes générés vous empêchent même d'une certaine façon d'atteindre vos objectifs. Là, il est clair qu'il faut faire quelque chose et il faut gérer son stress. Mais d'une certaine façon, la mise en action ou l'atteinte des objectifs en soi n'est pas le seul indicateur. Ça, c'est important. Pour moi, c'est même vraiment fondamental. Parce que prendre juste ce critère-là risque de vous faire passer à côté d'une chose qui est fondamentale, c'est votre écologie personnelle, votre énergie, et on pourrait même dire votre intégrité physique. Parce que oui, pour moi, il faut gérer votre stress, c'est si l'atteinte de vos objectifs, il n'est écologique ni pour vous, ni pour vos proches. Et ce point-là, on le rencontre chez un certain nombre de personnes qui vous disent alors, ouais, ok, d'accord, c'est peut-être stressant, oui, ok, mais moi j'ai atteint mes objectifs, j'ai même voire dépassé mes objectifs. Alors c'est vrai que c'est important et que parfois les gens vont être très satisfaits de cela, et ceux qui vont être en revanche beaucoup plus satisfaits, eh bien ça peut être par exemple le chargé de recrutement qui va devoir remplacer votre objectif parce qu'en tant que manager, vous vous êtes collé un tel stress et vous avez collé un tel stress aux autres que c'est votre équipe qu'il faut remplacer. Ceux qui vont être peut-être contents, c'est votre avocat parce que, alors oui, vous avez atteint vos objectifs, mais au prix d'une vie familiale qui a été sacrifiée d'une certaine façon et vous avez été insupportable pour vos proches, etc. Ou celui qui peut être content, ça peut être votre cardiologue, votre gastro-entérologue, parce que vous avez été dans un tel stress, un tel niveau de stress, d'une certaine façon, c'est que votre corps, il a dû s'adapter, et si vous avez intériorisé les choses, si par nature vous intériorisez les choses, eh bien d'une certaine façon, de l'extérieur, on ne se rendait compte de rien, mais votre corps, lui a encaissé. Vous verrez, vous aurez accès à un dossier avec un certain nombre d'articles et de documents, et vous verrez notamment un article sur le stress des grands managers, des grands patrons, avec un certain nombre de personnes, et on est toujours sur le même mécanisme, toujours sur des gens qui ont performé, qui étaient dans l'efficacité, voilà, qui étaient reconnus par tous, et des gens qui étaient, on va dire, dans la réussite et dans l'excellence, et qui, à un moment donné, c'est vraiment le corps qui a dit non, le corps qui a dit stop, un petit peu comme si voilà, le corps disait, tu n'as pas compris le message, tu n'as pas vu que j'étais en souffrance, je vais te le faire comprendre et d'une autre façon. Et donc, avec un certain nombre de problématiques, et parfois des problématiques sévères, des problématiques lourds, voire même des décès. Donc, c'est important, et ça veut dire que je dois être attentif à tous les signaux que va m'envoyer mon corps, les signaux faibles qui doivent me faire dire ok, très bien, j'arrive à me mettre en action, j'arrive à atteindre mes objectifs, mais d'une certaine façon, est-ce que je n'ai pas un niveau de stress qui nécessite d'être mis en action? Alors, un autre point aussi, pour aller un petit peu plus loin, c'est cette distinction que l'on pourrait faire entre le stress négatif et le stress positif. C'est souvent des termes que l'on va entendre voilà, autour de nous. Et je sais déjà, le fait de dire qu'il peut y avoir un stress positif, pour certains, peut-être que c'est une aberration parce que le stress est forcément négatif. Mais il y a ces deux notions-là qui sont importantes. Alors, quelle est la distinction que l'on pourrait faire entre les deux? Eh bien déjà, on pourrait dire que quelqu'un qui se trouve dans un état de stress négatif, il pourrait manquer d'une forme d'énergie pour pouvoir réagir, là où quelqu'un en stress positif aura cette énergie pour pouvoir réagir. En stress négatif, la personne peut manquer d'énergie et en plus, elle aura tendance plutôt à être passive. Alors qu'en stress positif, j'ai cette énergie et d'une certaine façon, il y a de l'envie et je vais être actif par rapport à la situation. En stress négatif,
va y avoir une question d'énergie, de passivité, de réactivité, mais il va y avoir aussi un sentiment particulier, c'est le sentiment de se sentir incapable ou incompétent. Alors qu'en stress positif, au contraire, je me sens capable ou compétent. La notion de se sentir ici est fondamentale. C'est-à-dire que ça n'est pas je suis capable ou je suis pas capable, ou je suis compétent ou incompétent, c'est surtout je me sens. Et ça, peut-être pour vous, mais peut-être aussi pour votre entourage, peut-être que vous l'avez constaté, des gens qui vont devoir faire quelque chose et ça fait 30 fois, 40 fois, 50 fois qu'ils l'ont déjà fait, on sait qu'ils savent faire et pourtant à chaque fois, oh, mais est-ce que je vais être capable de rêver, est-ce que je vais être capable de faire? Donc il y a vraiment une perception sur mes capacités. Et en plus, c'est non seulement je me sens incapable ou incompétent en stress négatif, mais en plus, je vais avoir le sentiment que je ne vais pas pouvoir m'adapter. Alors qu'en stress positif, d'une certaine façon, il y a ce sentiment inverse. Donc, à la fois, je ne me sens pas capable ou capable, et en plus, il y a un sentiment de capacité d'adaptation, voilà, qui n'est pas forcément connu de la même façon chez les uns ou chez les autres. En stress négatif, non seulement j'ai le sentiment que les ressources ne peuvent pas être intérieures, mais en plus, il peut y avoir aussi un sentiment d'être isolé et de ne pas être capable de pouvoir m'appuyer. C'est-à-dire que vraiment, j'ai le sentiment que personne ne peut m'aider autour de moi. Alors qu'en stress positif, eh bien les gens, c'est soit les ressources, je les ai, ou alors les ressources, elles peuvent être extérieures. Et on peut dire aussi que, eh bien, en stress négatif, je vais avoir le sentiment que cela m'est imposé, que la situation m'est imposée. Alors qu'en stress négatif, j'ai le sentiment de choisir. Et ce qui est important, j'y reviendrai, c'est que j'ai choisi, c'est-à-dire, choix, effectivement, j'ai choisi la situation, mais aussi, et tout du moins, ça, ce qui est fondamental, c'est que si je n'ai pas choisi la situation, j'ai tout du moins choisi de faire face à la situation. Et ça, c'est vraiment un élément clé dont nous reparlerons. C'est vraiment, j'allais dire, une croyance forte que l'on doit développer. Si je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis tout du moins responsable de la façon dont je vais réagir. Et donc, on pourrait dire que la grosse différence entre le stress négatif et le stress positif, c'est qu'en stress négatif, j'ai l'impression de subir la situation, alors qu'en stress positif, j'ai l'impression de contrôler la situation. Et cette notion de contrôle, elle va être fondamentale pour la suite, puisque tout au long de l'atelier, c'est ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de soi, de son corps, reprendre le contrôle aussi de sa perception, de son analyse de la situation. Reprendre le contrôle de ses choix aussi, des situations que l'on va rencontrer. Alors, maintenant, il faut savoir aussi reconnaître que voilà, chacun peut avoir des stress différents et qu'il va falloir s'adapter, j'allais dire, à son type de stress. C'est-à-dire, soit on va être dans une situation, on va dire, on va vivre des stress ponctuels ou stress chroniques. La différence pouvant être celle-ci, stress ponctuel, je ne suis pas d'une nature stressée anxieuse. Je veux dire, en règle générale, tout va très bien, mais il y a des éléments, des situations précises où je vais être en stress. La prise de parole en public, l'entretien de recrutement, ça peut être aussi, par exemple, la conduite de voiture, ce que vous voulez. Donc un stress ponctuel. Le stress chronique, là en revanche, il y a peut-être des situations qui me font peut-être plus stresser que d'autres, mais en revanche, c'est vraiment d'une façon générale, je suis plutôt d'une nature stressée et anxieuse, et j'ai un sentiment diffus, et puis c'est un petit peu tout mon environnement, toutes mes sollicitations qui peuvent, j'allais dire, être source de stress pour moi. Et bien évidemment, il va falloir que je mette en place une stratégie et des actions spécifiques par rapport à ces deux types de stress. Pour le stress ponctuel, là j'évoque la prise de parole en public, l'entretien de recrutement, parce que ce sont des situations qui nous concernent au premier chef dans le cadre d'Oasis, eh bien, à quoi il va falloir être attentif? Tout d'abord, c'est d'avoir le bon niveau d'énergie. Ça, c'est important. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous n'allez pas bien, d'une certaine façon, forcément que cette situation va être source de stress pour vous. Donc, avoir une bonne énergie au quotidien, c'est important, c'est fondamental. Moins vous manquerez d'énergie d'une certaine façon, et plus vous risquez de dépasser le fameux seuil critique dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Ensuite, que ce soit pour la prise de parole ou pour l'entretien, on pourrait parler de compétences d'une certaine façon, et notamment voilà, de bien connaître son texte.
Alors, c'est à chacun de choisir. Soit je le connais en entier, ma présentation, je connais les réponses, etc., que je maîtrise. Je peux aussi peut-être parfois juste me concentrer, juste débuter l'introduction pour me mettre d'une certaine façon voilà, dans l'action, puis après le reste suffira. Ou alors je ne travaille que les mots-clés, ou j'ai en tête le fil directeur. À chacun de choisir d'une certaine façon ce qui est important. Moi, quand j'ai à faire une prise de parole en public, d'une certaine façon. Parfois, il m'arrive d'avoir besoin d'apprendre le texte en entier. C'est ce que je faisais quand j'étais dans mes entretiens de recrutement, où je connaissais tout du moins ma présentation par cœur, et c'était important, c'était même fondamental. À chacun de choisir ce qui va être efficace pour lui. Ensuite, de maîtriser la respiration et pourquoi pas la relaxation. Nous travaillerons dessus pendant l'atelier. Donc, en amont et pendant. Pas la relaxation, bien évidemment, mais en tout cas, pourquoi pas la respiration. Travailler aussi sur sa posture physique, sur sa posture, voilà, parce qu'on le verra aussi, la posture a un impact sur les manifestations internes, la posture a un impact sur la communication non verbale, bien évidemment, mais elle a aussi un impact sur soi. Aussi, ce qu'on va appeler développer des croyances aidantes, c'est-à-dire développer une vision de la situation qui, d'une certaine façon, me mette dans un état aidant. Voilà, nous en reparlerons par la suite. Voilà, je ne vais pas développer ça ici maintenant. Pourquoi pas, et je le disais, pourquoi pas évoquer son stress. Voilà, ça c'est à chacun de choisir si la situation le permet. Mais de dire que c'est une situation en jeu et qu'il y a une véritable énergie en vous, une autre façon de dire que je suis en stress, mais que c'est un challenge. Et ça peut être fait de temps en temps. Un point important aussi, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vous voulez être bon dans la prise de parole en public, vous voulez être bon en entretien de recrutement, j'allais dire sauf si vous êtes véritablement un pro de l'improvisation, et j'aurais tendance à dire que j'en ai rencontré très très peu, et pourtant ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Mais si vous voulez être bon, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. S'entraîner dans le réel et avec la visualisation, c'est-à-dire d'une part, vous pouvez très bien vous entraîner avec votre consultant, avec votre coach, mais vous pouvez vous entraîner aussi entre vous, vous pouvez vous entraîner avec vos proches, et vous pouvez vous entraîner dans le réel, en physique, mais vous pouvez aussi vous entraîner avec la visualisation. Parce que travailler, j'allais dire par exemple sa présentation en visualisation, s'entraîner intérieurement, eh bien c'est une bonne façon de pouvoir aussi, j'allais dire, acquérir des compétences. Dans le dossier, vous verrez, il y a des choses qui sont assez incroyables sur ce travail de visualisation. Si les sportifs utilisent ce travail de visualisation, c'est véritablement que ça a un impact positif. On peut développer des compétences au travers de cette visualisation. Vous verrez dans le dossier, notamment, avec 2 cas très intéressants, c'était des gens à qui on avait demandé pendant X jours de faire un travail de musculation précis. Et un autre groupe, on leur avait demandé de ne rien faire de spécifique du point de vue de la musculation, mais de s'imaginer pendant le même laps de temps de faire ces exercices de musculation. Eh bien, ce qui a été assez incroyable, c'est que les gens à qui on avait demandé de faire ce travail de visualisation avaient vu leur masse corporelle se développer. Pas de la même façon et pas autant que ceux qui avaient fait la musculation, mais c'était développé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je vous reparlerai si vous voulez, mais moi aussi, j'ai vécu des situations où j'ai pu développer des compétences uniquement au travers de la visualisation. Voilà. Donc s'entraîner, s'entraîner. Et si vraiment c'est trop problématique, c'est-à-dire si véritablement vous dépassez d'une façon, j'allais dire, rapide et puis d'une façon complètement illogique le fameux seuil critique, ce qui fait que vous êtes dans ce mode un peu combat, fuite, et donc il y a le corps qui se met en action telle que vous êtes incapable de pouvoir être efficace, on pourra aussi travailler avec d'autres approches, notamment avec celui de la régulation émotionnelle, de la méthode Tipeee. Je vous en reparlerai dans le cadre de l'atelier. Alors, si c'est plutôt, j'allais dire, chez vous, ce que vous vivez, c'est plutôt un stress chronique, alors là, d'une certaine façon, vous n'avez pas le choix. Tout d'abord, vous allez devoir faire une espèce d'audit, c'est-à-dire d'évaluer toutes vos sollicitations, qu'elles soient personnelles et professionnelles, et faire un tri par rapport à ces sollicitations.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être une charge mentale qui est chez vous, qui est importante, des sollicitations trop nombreuses qui vous empêchent, même si elles ne sont pas importantes en tant que telles, mais qui sans cesse vous mettent en action et d'une certaine façon vous empêchent d'être au repos. Et ensuite, eh bien, il va falloir mettre en place un programme pour organiser et alterner à la fois ces phases d'activation, donc de sollicitation, et les phases de repos conséquentes. Ça, c'est important, c'est fondamental. Alors, en fait, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de pouvoir développer et de mettre en place un véritable équilibre de vie. Donc, alterner eh bien, les phases d'activation et les phases de repos. Dans les phases d'activation, tout d'abord, c'est le fait de bouger, d'avoir des activités physiques, parce que plus vous serez en forme, etc., et plus vous serez capable, d'une certaine façon, de pouvoir réagir aux sollicitations, de mettre en place une énergie, et plus vous serez capable aussi de pouvoir vous détendre. Il faut savoir que notre corps, il est fait d'une certaine façon pour marcher environ 15 km par jour. Pendant des millénaires et des millénaires, c'est ce que notre corps a fait. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des situations, dans des modes de vie où au contraire, on n'a pas ce corps qui se met en action. Ça veut dire que d'une certaine façon, on ne permet pas à notre corps de pouvoir s'activer de la façon dont il faudrait. Donc bouger, avoir des activités physiques, développer des compétences et développer aussi sa capacité d'adaptation, nous pourrons en parler, se lancer des défis aussi, ça c'est important, parfois aussi eh bien, accepter de se mettre dans le rouge, c'est-à-dire de dépasser un petit peu ses limites, ça c'est important. Mais aussi ce qui va être important, eh bien, c'est de pouvoir à côté eh bien, mettre en place véritablement des phases de repos. Donc dormir, se reposer, faire des pauses, très important, se déconnecter, prendre soin de soi, donc faire ce que vous voulez, vous pouvez faire de la relaxation, de la respiration, du yoga, de la sophrologie, tout ce qui vous permet à la fois de vous déconnecter et de mettre votre corps au repos. Surveiller son alimentation, ça c'est important parce que l'alimentation est importante, pas tout le temps, parce qu'on peut dire que si je ne suis pas fait pour manger des hamburgers tous les jours ou de la raclette tous les jours, on peut dire que notre corps, il n'est pas fait non plus pour manger des brocolis à la sauce Vittel tous les jours. Et que de temps en temps, bah, c'est accepter de se faire plaisir, de temps en temps, accepter de faire des excès. Comme disait Paracels, voilà, tout est poison, rien n'est poison, la dose est poison. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est programmer et faire les choses à son rythme. Ça aussi, c'est important. Créer, maintenir du lien, voilà, avec sa famille, les amis, les collègues, parce qu'on sait que l'entourage est fondamental aussi pour la gestion du stress et pour la gestion de son énergie au quotidien. Se faire plaisir et rire. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments d'une certaine façon qui vont vous permettre, j'allais dire, de vous détendre, de vous relâcher, de pouvoir équilibrer avec les phases d'activation. Alors, qui soient les phases d'activation à la fois professionnelles, mais aussi parfois personnelles et familiales, parce que dans ces trois dimensions, je peux avoir aussi des sollicitations, je peux avoir aussi des sources de stress. Donc, sur quoi nous allons travailler pendant l'atelier? Eh bien, nous allons travailler tout d'abord sur ce qu'on va appeler les comportements externes, donc la respiration, les mouvements, la posture, etc. On va pouvoir aussi travailler, et je vous inviterai à travailler sur l'état interne, notamment par l'intermédiaire de la méthode Tipeee, donc pour travailler véritablement sur les sensations. Et puis, on va aussi pouvoir travailler sur les processus internes, ce que j'appelle les processus internes, donc tout ce qui est perception, raisonnement, pensée, etc., les croyances. Trois parties où nous allons travailler donc ensemble pendant l'atelier, et en sachant que dès que l'on travaille sur une des dimensions, eh bien, il y a une interconnexion, c'est-à-dire que voilà, dès que je vais travailler sur un, ça va avoir un impact sur l'autre aussi, et donc c'est ce qui va être intéressant. J'en ai terminé pour cette vidéo de présentation qui j'espère vous a intéressé. Voilà, vous avez appris des choses. Nous nous retrouverons pour l'atelier Good Stress. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésiterez pas voilà, à me les reposer. N'hésitez pas à regarder à nouveau voilà, cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour l'atelier Good Stress.